Bon, je m'appelle François Giorgi, j'ai 66 ans, je travaille encore. Je travaille avec des jeunes, disons, je suis un formateur éducateur pour les enfants, pour des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont des difficultés d'insertion dans le monde du travail et pour la récupération de leurs études, quoi, disons. Voilà mon travail. Et par contre, je suis une personne qui, depuis très longtemps, fait du travail personnel, notamment dans le cadre du mouvement de l'humanisme et du siloïsme en particulier, quoi. Donc, c'est un thème qui est arrivé un petit peu par hasard, parce que pendant la période, j'étais dans un travail personnel, un travail ce qu'on appelle un travail d'ascèse. À un moment donné, je me suis trouvé avec un manque d'énergie pour amener mon travail en avant. Comme si je me décourageais, comme s'il me manquait du travail, de la force pour faire les choses. Et bon, le point, c'était de chercher un peu, comprendre pourquoi je n'avais pas cette force-là. Mais au bout de plusieurs réflexions, je me suis rendu compte que le point de départ, c'est que ce manque d'énergie était parce qu'il était bloqué dans des choses à l'intérieur de moi, dans mon monde interne. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je travaille sur le thème de la réconciliation profonde. J'ai commencé à revoir tout le travail que j'avais fait de ce point de vue-là, du point de vue de la réconciliation, en retravaillant, quoi, en réétudiant ça. Et surtout, je me suis souvenu que lors d'un événement à Punta de Vacas, en Amérique latine, dans le parc historique des humanistes, il a été dit la chose suivante, il ne faut pas, disons, adultérer la réconciliation. Et ça a été quelque chose de très marquant, parce que je veux dire, pourquoi il ne faut pas adultérer la réconciliation? Donc j'ai commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire adultérer la réconciliation. Et là, je me suis rendu compte, en étudiant un peu, en approfondissant mon travail, je me suis rendu compte que la réconciliation, c'est la réconciliation de ses anecdotes de vie, de son histoire de vie, et que le moi est compromis là-dedans. Donc effectivement, on avance dans la réconciliation en faisant des changements des points de vue, en améliorant la situation, en comprenant les situations des autres, etc. Mais au fond, je sentais que, au-delà de cette recherche et de ce regard sur sa propre vie, il y avait quelque chose, j'étais dans quelque chose. Et ce quelque chose, je n'arrivais pas à le comprendre très clairement. J'étais dans quelque chose comme si on nous avait trempé dans une couleur, et que cette couleur, on se promène tout le temps avec. Et je ne savais pas ce que c'était. Bien sûr, évidemment, j'ai pensé à la dimension culturelle ou à la dimension historique du moment dans lequel je suis né, dans lequel j'ai développé ma vie, mais je n'arrivais pas bien à comprendre les choses. Et là, je vais raconter une anecdote qui a été déterminante. Il y a un ami qui m'a donné des séries télévisées qui s'appellent Mafiosa. Et bon, il m'a dit, je te fais cadeau ça parce que tu es corse et donc ça peut t'amuser, quoi. C'est un cadeau amical. Et j'avais pas trop d'intérêt à regarder ça. Mais un soir, j'avais rien à faire. Je me suis mis à regarder ces séries télévisées. Donc c'est une histoire de vengeance, une histoire de mafia, etc., dont le personnage central est une femme. Donc il y a une lutte entre les clans divers. Et dans la dernière série, cette chef de clan
est attrapé par un clan adverse qui lutte pour le territoire, etc. Et pour l'humilier, il lui demande de chanter. Donc, autour de tous les hommes du clan, il la fait monter sur une table et lui demande de chanter. Et là, ça a été un choc émotif très fort pour moi. D'ailleurs, quand j'en parle, ça me semble toujours assez choquant, ça me touche beaucoup. Cette femme commence à chanter une berceuse que me chantait ma grand-mère alors que je ne marchais même pas. C'est une berceuse que tous les enfants en Corse, disons, je crois au moins, ont entendu. Et cette berceuse parle de vengeance, parle du père qui ne peut pas se présenter, ne peut pas venir voir son enfant parce qu'il a fait un crime d'honneur, etc. Et là, ça m'a tellement ému, cette chose-là. J'ai compris d'un seul coup que j'étais dans une culture, où un des traits de cette culture, c'est le thème de la vengeance. Là, je me trouvais devant une situation qui me permettait de comprendre beaucoup de choses sur mes actions, qui me permettait d'approfondir sur ma réconciliation, en comprenant que toutes les nécessités, toutes mes actions, mes comportements, qui pouvaient retenir cette énergie dont j'avais besoin pour travailler, pour avancer, étaient bloqués par ce phénomène, ce trait qui est la vengeance. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais c'est quelque chose qui me dépasse, c'est pas quelque chose de purement personnel. À ce moment-là est apparue la monographie d'un ami, quelques mois après, il y a une monographie de Lutz, qui parlait du thème de la vengeance et qui décrit très bien les mécanismes de la vengeance. Mais ce que je me rendais compte, en travaillant avec lui, j'ai assisté 2 fois à des séminaires avec lui qui a permis d'avancer tant personnellement que dans l'échange et tout ça avec les amis qui ont fait ce travail-là. J'ai commencé à découvrir des choses qui étaient très, très profondes chez l'être humain. Ça dépassait le cadre presque d'une culture. Au moins j'ai cette prétention de prétendre, de dire que ça dépasse le cadre de la culture, d'une culture particulière. D'abord parce qu'on voit des phénomènes de vengeance un petit peu partout, dans plusieurs cultures. Donc, dans ma recherche interne, je me disais, mais pourquoi je développe ce type de comportement? Parce que la vengeance est un comportement. C'est un comportement qui a été institutionnalisé, qui petit à petit s'est institutionnalisé. On le voit très bien, c'est très bien décrit dans le travail qu'a fait Lutz, notamment à partir du code d'Hammurabi, etc. Mais je me disais, il y a quelque chose en plus. Parce que quand on travaille, quand on cherche cette racine au fond de soi, j'avais cette sensation que la vengeance, ce comportement, avait une racine, ou a une racine, dans l'instinct de conservation. C'est-à-dire, le moi, ou l'intégrité physique de l'individu est en danger, d'accord, les réponses qu'on donne, c'est de fuite ou de lutte. Là, ça posait un problème, parce que ça, c'est ce qu'on voit dans le comportement animal. Mais dans le comportement de l'homme, des êtres humains, on voit autre chose. C'est-à-dire que non seulement il y a la fuite ou la défense, ça c'est clair, mais on voit qu'il va mettre l'intention à détruire l'autre ou à détruire l'objet de sa souffrance. 6 mois après, 1 an après, il va mettre son intention dans cette direction-là. Et ça change tout, parce que dans le comportement, en ethologie, il n'y a pas d'exemple de vengeance, même chez les grands primates. C'est pas clair. Enfin, au moins pour moi, c'est pas clair. Ce que j'ai lu, c'était pas déterminant. Et je me suis demandé, mais pourquoi
ça s'est passé comme ça pour l'être humain. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a une grande différence entre les êtres humains et les animaux. Les animaux, ils ont un passé et ils ont un présent. Donc, il fait qu'ils fuient ou ils se défendent. Mais les êtres humains, ils ont en plus un futur. Ils ont une vision grande du futur. Et donc, ils imaginent dans leur mémoire, ils imaginent, disons pour parler autrement, la souffrance d'un danger ou d'une atteinte à l'intégrité physique se réactualise. Donc il n'a pas de moyen, parce qu'il l'a à l'intérieur de lui, et il n'a pas de moyen de le sortir. Donc le seul moyen, c'est qu'il détruise l'objet de cette souffrance. Et comme il a la possibilité d'imaginer quelque chose dans le futur, il va le faire. Il va chercher à se venger pour se protéger, pour protéger son clan, pour protéger son territoire. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec le fonctionnement de la conscience, le fonctionnement d'une projection, parce qu'il ne peut pas effacer dans sa mémoire la souffrance. Donc ça, c'était une découverte très importante pour moi, parce que ça déculpabilisait, y compris le domaine culturel de la vengeance, le plan culturel de la vengeance. Parce que c'est drôle de dire, je suis dans une culture de la vendetta. C'est dur à vivre ça. Comment je me réconcilie avec ça? Parce que je n'ai pas choisi, absolument pas. Mais au-delà de ça, cette culture se base aussi sur un fonctionnement de la conscience, qui est cette capacité à se projeter dans le futur, à imaginer un futur. Et quand on imagine le futur avec cette souffrance, comment je fais pour me débarrasser de cette souffrance? Je me débarrasse de l'objet de cette souffrance. J'en suis arrivé à cette conclusion et après je me suis rendu compte que depuis très longtemps, ce comportement, bien sûr, c'est institutionnalisé dans la justice, dans l'éducation, dans les relations quotidiennes, dans les relations père-enfant. Moi-même, comme éducateur, je me rends compte que des fois, mes attitudes, quand je les étudie après coup, sont sous-tendues par ce climat de vengeance. C'est ce que moi j'appelle l'esprit de vengeance qui nous prend, quoi. Donc ça m'a permis, c'était une chance de découvrir ça, parce que ça me permet de déculpabiliser et d'approfondir, d'améliorer le niveau de réconciliation, de réconciliation avec ça. Et aussi de chercher des voies de réconciliation, de transformer ça. Je crois que si l'être humain, si nous arrivons à faire comprendre ça à nos proches au moins, si nous arrivons à comprendre ça dans notre quotidien, et que nous soyons attentifs à ça, petit à petit nous allons désarmer cette situation-là. L'esprit de vengeance, c'est très difficile parce que c'est comme il y a beaucoup de mécanicité dans cette vengeance, dans la vengeance, dans ce comportement. Parce que la vengeance, ça veut dire un axe. Ça veut dire une personne qui fait quelque chose vers quelqu'un d'autre. D'accord ? Les choses ne sont pas si simples que ça. Les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que on pourrait dire, c'est le moi ou ma personne qui veut obtenir quelque chose dans le monde et que l'autre m'empêche que ça se fasse. Donc je vais développer des stratégies qui vont me permettre, qui vont me faciliter, qui vont me permettre d'obtenir ce que je veux, au détriment de l'autre. Donc ça peut être des stratégies d'ordre psychologique. Par exemple, j'ai observé ça dans ma pédagogie. Des fois, je suis avec des jeunes qui ne veulent pas faire ce que je leur demande. Même si j'ai la certitude que je sais que c'est bien, que ce que je leur demande, ça va être positif pour eux, je le sais. Ça va les aider. Mais ils ne veulent pas le faire, pour des tas de raisons qui leur sont propres, qui pourraient ne pas être discutées. Par contre, moi, je veux avancer dans mon projet, dans mon programme, dans cette aide.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'autre en situation. Par exemple, je vais lui dire, ok, toi tu ne veux pas faire ça, donc ne me demande pas de faire quelque chose pour toi. Parce qu'on était d'accord pour travailler ensemble, et comme tu ne veux plus le faire, donc moi, si toi tu ne veux plus le faire, moi ça me laisse libre. D'accord? Alors, ça donne des résultats, parce que j'ai l'impression de laisser libre l'autre, et moi-même je suis libre. Les deux parties sont libres. Sauf qu'on oublie le contexte, que moi je suis dans une position différente, qui veut obtenir quelque chose, que l'autre ne sait pas. C'est-à-dire que je suis en train de le menacer de ne plus l'aider, c'est-à-dire que je suis en train de le menacer sa propre intégrité, s'il ne fait pas ce que je lui demande. Si on observe bien, si j'observe bien, si j'ai le registre, je fais attention, je me rends compte de ça. Et ça, c'est de la vengeance? Exactement, c'est sous-tendu par la vengeance. C'est sous-tendu par la vengeance. Lors des attentats qu'il y a eu à Paris il y a quelque temps, on était avec quelques amis là, et alors évidemment, tout le monde était fortement choqué, à juste titre. Et j'observais les amis qui étaient autour de moi, et je voyais qu'ils tout de suite disaient « Ouais, mais il faut leur faire ceci, il faut leur faire cela, etc. » Sans se poser la question, mais ils sont en train de faire souffrir. C'est pas en se faisant souffrir les autres que ça va changer la situation. C'est une fausse réponse. C'est pas en faisant souffrir l'autre, c'est pas en détruisant l'autre que je change ma situation de souffrance. Je change ma situation de souffrance que si je la comprends très profondément. Et je le vois là-dedans, je le vois dans la justice. Les gens ont perdu quelqu'un, ils ont eu un problème, ils demandent des réparations. Alors, d'un certain point de vue, ça se comprend, c'est-à-dire qu'ils demandent vengeance d'une certaine manière. Simplement, on ne se pose pas la question de la réparation de celui qui a fait l'acte. Parce que lui aussi, il est dans un problème. Et comprendre le phénomène de vengeance, c'est pas seulement me comprendre moi vers l'autre, mais comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé chez l'autre pour qu'il puisse faire ça. Sinon, ça n'avance pas, quoi. Donc, c'est très compliqué parce que ça compromet sa propre intégrité, sa propre identité, quoi. Parce que des fois, c'est presque si je justifiais l'autre en le comprenant. Et c'est très difficile de faire ça, quoi. C'est très difficile de faire ça. Alors, j'ai cherché un peu, hein, j'ai essayé de chercher des éléments qui me permettent au moins de prendre un peu de distance. Si on pouvait déjà prendre la distance par rapport à l'action qu'on a tendance à faire tout de suite, ou la parole qu'on a tendance à envoyer tout de suite, si on pouvait prendre un peu de distance, déjà, ça calmerait un peu, ça amortirait un peu la situation. Pour ça, j'ai trouvé une chose qui me semblait très importante, qu'on pratique, nous, chez les humanistes ou partisans, c'est de mettre des éléments dans la coprésence. Avoir dans notre coprésence l'esprit de vengeance. Il est là à chaque instant pour nous dire les choses, pour nous amener sur une mauvaise voie. Un autre point qui me semblait hyper important, ça m'a permis de comprendre un principe fondamental qui est peu importe dans quel clan t'ont mis les événements, c'est que tu comprennes que tu n'as choisi aucun clan. Si j'arrive à comprendre qu'il y a l'esprit de vengeance qui a été généralisé, institutionnalisé, ça me donne une autre profondeur de compréhension de ce principe-là. Et donc, ça me permet de voir le monde et de sortir un petit peu de cette situation. C'est comme si je vois les choses des fois en sortant de la situation. Parce que c'est à chaque instant, on est dans des clans différents. Entre ceux qui font la grève, pas la grève. Tout à l'heure, j'ai reçu un message comme quoi il y a une grève, mon train est annulé. La tendance, c'est ça, c'est ça la vengeance au quotidien.
Hein, c'est pas je vais tuer quelqu'un, c'est là-dedans que c'est les choses sont. Et c'est comme une manière d'être, une manière acceptée. Et les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de gens disent oui, mais moi j'ai pas envie de me venger. Comment tu éduques ton fils? Comment tu lui imposes des choses? Parce qu'il ne peut pas faire ce que toi tu veux, parce que ça te compromet toi. Là, il y a beaucoup de choses à voir. Bon, ça, on pourrait dire, c'est dans le quotidien. Hein. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous savez, savoir qu'elle est coprésente dans notre quotidien, observer son comportement, échanger avec les autres, observer ce qui se passe dans le monde. Par exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une richesse pour l'espèce humaine. Aujourd'hui, avec l'esprit de vengeance, on va les bombarder au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'avec cet esprit de vengeance, on pervertit les meilleures choses qui apparaissent. Les gens ne se rendent pas compte de ça et le justifient. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas en faisant souffrir l'autre que l'on va régler son propre problème. Ce n'est pas en faisant souffrir un autre peuple ou une autre religion qu'on va résoudre les problèmes de notre religion ou de notre peuple ou de notre société. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc c'est un changement de choses. Et en dernier ressort, on pourrait dire, c'est que derrière l'esprit de vengeance, ce qui anime l'esprit de vengeance, c'est qu'il y a une grande peur. Il y a une grande peur de perdre son identité, une grande peur à disparaître, une grande peur à la mort, quoi. Donc aujourd'hui, on est loin de... Peu de gens travaillent dans cette optique de dépasser cette situation-là, cette peur-là, cette peur de la mort, cette peur de l'avenir. Peu de gens travaillent là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est une éducation qui doit aller dans cette direction-là. Mais on voit des indicateurs. C'est intéressant. Oui, absolument. Un des points fondamentaux qui a changé ma vie, c'est que j'ai plus envie d'imposer mon point de vue, par exemple. Ça, c'est très clair. Je peux l'échanger, je peux discuter, mais j'ai plus envie de l'imposer. Et j'ai pas envie de me sentir mal quand quelqu'un n'accepte pas mon point de vue. Parce que des fois, quand quelqu'un n'accepte pas mon point de vue, ça me choque. Parce que je crois avoir raison. J'ai raison, en plus. Et le fait que l'autre ne le veuille pas, d'accord? Non, de comprendre ça, ça m'a tranquillisé. En me disant non, ça m'a tranquillisé, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert, lâcher plus les affaires. Ok, on est 4, mon point de vue pourrait être le meilleur, peut-être même qu'il est le meilleur. Mais il n'y a pas une reconnaissance entre nous 4 pour que ce point de vue soit mené en avant. Donc, ça me permet de lâcher, sans me sentir mal. Et ça, c'est difficile. Le thème, d'avoir compris ça, ça m'a permis d'approfondir dans ma réconciliation. Ça a permis de comprendre des événements de ma vie où j'ai donné des réponses. Bien sûr, je suis toujours compromis dans la réponse, mais que la racine de ces réponses, de ces erreurs-là, n'était pas dans mon histoire, était dans une culture qu'on m'avait transmise, où j'étais absolument pas responsable. Il y a un ami qui nous dit on ne choisit pas le moment où on est né, ni l'histoire, dans quelle histoire on est né, ni dans quelle famille on est né, ni dans quel pays, ni dans quelle culture. Ça, c'est des mots, mais quand tu le sens, ça change tout. Ça lave un peu les choses. Quoi. C'est comme ça nettoie les choses. Évidemment, c'est-à-dire que, par exemple, vouloir imposer son point de vue, ça demande beaucoup d'énergie. Lâcher, ça en économise pour autre chose. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Y compris pour comprendre l'autre. Et en plus, c'est une sensation avec l'autre qui est différente. Parce que sinon, c'est une sensation de conflit.
de tension. Le fait de lâcher, ça permet de s'approcher à l'autre, plus simplement. Moins violent, je dirais, moins violent. Et ça, je sens qu'avec ça, des armes, et je l'ai remarqué depuis 1 an et demi, ça fait petit à petit, je vais dans cette direction-là. Je sens que je vais dans cette direction-là. Ça désarme l'esprit, il y a cet esprit de vengeance. Qu'est-ce que c'est que cet esprit de vengeance? Les gens, c'est quoi? C'est quelque chose qui est là, dont on ne se rend pas compte. Mais il est là. Et on ne s'en rend pas compte. La vengeance est dans la violence, parce que la violence, c'est très ample. Hein? C'est pas seulement la destruction de l'autre, hein? C'est aussi l'exploitation de l'autre, qui va amener la recherche de la destruction de l'autre. Hein? Mais la violence, et dans la violence, il y a une réponse à la violence qui est la vengeance. C'est une réponse, la vengeance. C'est un comportement. La violence est une méthode de relation. Pour moi, une différence. Donc, ce qui me semble important pour vraiment faire un dépassement de la violence, il faut un travail sur soi. Et un travail sur soi amène à une situation de la question de sa propre finitude et la vision de soi-même dans le futur. Y compris face à la mort. Parce qu'en dernier, la plus grande violence, c'est la présence de la mort, quoi. Il me semble qu'il faut travailler dans cette direction-là pour dépasser cette peur de la mort, y compris avoir une expérience de dépassement de la mort, que la mort n'existe pas. Mais ça, c'est un autre thème. Ça peut paraître un thème de croyance, c'est un thème de croyance, mais c'est aussi un thème d'expérience. C'est un thème de sens à la vie, quoi. Et la vengeance et l'esprit de vengeance s'opposent au sens de la vie. Le travail dans le dépassement de ça est un travail qui va vers un changement moi, je vois que c'est un changement culturel quand on travaille sur le dépassement de la vengeance, quoi. Aujourd'hui, il devrait y avoir une éducation de la réconciliation. On devrait travailler avec ça. Or que notre éducation est une éducation de la vengeance, de la revendication, du moi d'abord. Moi d'abord, c'est la vengeance. Je ne tiens pas compte de l'autre. Je détruis l'autre pour exister. Aujourd'hui, on en est dans des situations-là. Moi, j'ai fait des études de médecine où on ne se donnait pas les documents. Parce qu'à l'examen, s'il n'avait pas eu le document, il pouvait échouer. C'est quoi ça? Entre étudiants. Quand on le voit sous cet angle-là, et cet esprit de vengeance, moi j'appelle ça l'esprit de vengeance, teinte beaucoup de nos actions, beaucoup de nos pensées, beaucoup de nos revendications. Ce qui me semble le plus important, c'est de se rendre compte que l'esprit de vengeance teinte beaucoup de nos actions. Je pense qu'il faut se rendre compte de ça, que nous sommes dans une société qui nous l'a imposé. Les penseurs ne se rendent pas compte des fois de ça. Je pense que d'abord c'est cette prise de conscience de ça. Et ensuite, chacun devrait comprendre sa vie à l'intérieur de cette chose-là, de cette culture, et voir comment sa vie a été influencée par ça, ses actions ont été influencées, et la souffrance que ça nous a amené à chacun d'entre nous. Soit parce qu'on a donné des réponses incohérentes, contradictoires, soit parce qu'on a justifié des choix, d'accord, et qu'au fond, ça n'a pas changé les choses, ça nous a augmenté la souffrance. Et que par cette voie-là, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Donc ça, je pense que ça, c'est un point hyper important. Après, je crois qu'il y a des gens qui
conscients de ça, ont des qualités, des capacités pour développer et rechercher dans le quotidien, dans leur éducation, dans la justice, dans tous les domaines, des réponses qui sortent de ça, qui viennent d'un autre plan, qui n'est pas le plan dans lequel on nous a mis. Être inspiré par quelque chose. Inspiré d'un... Si je continue comme ça ne va pas attendre. Il m'arrive, la conscience va donner une réponse pour essayer de faire autre chose. On le voit, il y a des témoignages de gens, moi je parle d'une expérience qui somme toute n'est pas dramatique, on pourrait dire, par rapport à tout le monde. Je me rends compte de ça, je vois que j'ai mes souffrances, j'ai mes trucs, mais il y a des gens qui ont c'est des drames, ont donné des réponses d'une autre qualité. Des gens il y a un ami qui cite dans un de nos textes où un père de famille, son fils est tué et il donne des organes au fils des gens qui ont tué son fils, par exemple. Je ne peux pas parler de cette expérience-là, mais je reconnais là qu'il y a quelque chose de nouveau, quoi, un autre plan, quoi. Mais, alors ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais nous qui sommes dans une recherche, se rendre compte de ça, de cet esprit de vengeance qui teinte beaucoup de... C'est un grand pas déjà. C'est un grand pas. Et le faire connaître aux autres, en parler. Je crois qu'il faut parler de ça. Moi, dans mon travail, j'en parle de ça. Pas seulement avec les jeunes, mais avec mes collègues. En ce moment, il y a plein d'événements qui se passent où les gens manifestent l'esprit de vengeance. Et je leur pose la question, et nous, nos responsabilités là-dedans? Ah oui, il y a quelque chose aussi. Ils sentent bien que c'est pas isolé, quoi. Il y a un travail sur le futur, il y a un travail sur son comportement, sur ses valeurs, sur ses croyances, et commencer à une observation sur ces éléments-là. L'autre, il est exactement la même chose que toi. La personne qui te fait du mal, il est exactement dans la même chose que toi. Il est dans cet esprit-là. Et il n'a pas choisi. Ça te change les choses, quoi. Ça te permet... ça permet une autre vision des choses. Une autre vision de l'autre, une autre vision de soi-même. Une autre vision des possibilités qui arrivent, quoi. Et... Bon, si j'ai quelque chose à témoigner, c'est surtout ça, quoi. Des fois, ça manque de précision, peut-être, les images, mais je sens les choses comme ça, quoi. Je sens les choses comme ça, quoi. Et je crois que c'est une belle chose. De ce point de vue-là, je dis que c'était une chance de me rendre compte de ça. Une chance qui m'est arrivée, quoi. Ouais.